Ouais. Alors, moi, ce que je faisais avant d'arriver à Ilotopie, je faisais deux choses. euh, qui, hum, Deux choses qui étaient quand même très liées. Je faisais mon travail d'artiste. Quand je dis travail, bon, ça englobe, ça englobe d'une manière générale tout ce qui fait partie de la démarche qu'un artiste euh, construit au fur et à mesure qu'il avance dans la vie. C'est-à-dire, finalement, je me suis intéressé à plein de choses. La peinture, la sculpture, évidemment, c'était comment je pourrais dire, ma formation de base. Et puis, je me suis intéressé aussi au son. J'ai fait beaucoup d'installations sonores, d'installations expérimentales, d'installations de forme. Je me suis intéressé à la photo, à la vidéo, aux performances. Et ça m'a, je dirais, donné une, une conscience de ce que c'est qu'une image dans la société. Les codes qu'elle contient, les codes sur lesquels on insiste, ceux sur lesquels, au contraire, on passe, parce que toute image a une sémantique dans son rapport au monde. Une sémantique propre, pas forcément, mais dans son rapport à son contexte d'époque, société, qu'une image prend son sens. En tout cas, c'est sûr qu'elle peut en prendre un. En soi, une image, elle peut ne pas avoir de sens et on peut simplement la trouver belle, laide, elle a, disons, un sens émotionnel très subjectif, personnel. Mais par rapport à ce qui se passe et ce qui s'agit dans une société, dans une époque, euh, au regard de son contexte, une image a un sens. Elle a une importance capitale, elle participe à fabriquer un certain sens. Et donc j'ai compris ça. Donc j'ai travaillé en tant que faiseur d'images, performance, peinture, vidéo, photo, etc. Je travaillais quand même pendant très longtemps. Ma première expo, j'avais 15 ans quand je l'ai faite. Quand je suis arrivé à Ilotopie, j'en avais... combien j'en avais? C'était en 90. Je sais pas, j'en avais 35, je crois. Chose comme ça. Donc j'avais bien vécu avant. Et entre autres choses, bon, j'ai fait pas mal d'expos, de tout un tas de choses, rencontré beaucoup d'artistes dans toute l'Europe, pas seulement en France. Mais entre autres choses, j'ai cofondé avec quatre autres personnes, euh, donc un historien d'art, un enseignant d'art plastique et d'histoire de l'art, un enseignant de philosophie et un enseignant d'anglais et de civilisation américaine. Et donc moi j'étais le seul artiste dans l'histoire. Eh bien, ensemble, on a créé ce qu'on pourrait appeler tout, une des toutes premières structures en préfiguration d'un centre d'art. C'était en 81, juste après l'élection de Mitterrand. On a commencé notre première exposition à Nevers et puis on a continué pendant une dizaine d'années. À l'issue de quoi, moi, je suis arrivé à Ilotopie, donc en 90. Donc, je faisais mon travail d'artiste et puis mon travail aussi d'organisateur d'expos, de, voilà, présentation d'expos, conférences, éditions, tout un tas de trucs comme ça, quoi. Donc ça, ce sont les deux axes, artistes et organisateurs. Voilà, ce sont les deux choses que je faisais. Moi, en tant qu'organisateur, bon, au début, les premières années, je dois dire que j'ai énormément appris de la part des amis qui, eux, étaient beaucoup plus versés que moi dans tout ce qui est organisation, tout ça. En plus, j'ai pas un tempérament à m'intéresser spécialement à ça. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment à travers une programmation et une organisation, ce que l'on peut dégager, peut-être même défendre
comme ligne artistique, à travers laquelle, évidemment, on a aussi des questions de société à se poser, même si, en premier lieu, elles passent d'abord par une décantation sémantique de ce qu'on présente en tant qu'œuvre d'art. Il n'empêche que, à travers des expositions, on s'interroge toujours sur le sens que les images ou les objets ont dans leur contexte. Et les liens historiques qui s'enchaînent les uns aux autres finissent par définir ce qu'on appelle l'histoire de l'art, mais c'est aussi l'histoire des hommes, c'est aussi l'histoire de la société. Donc participer à ça, pour moi, c'était très intéressant en tant qu'artiste, parce que je me branchais en direct d'une histoire de l'art en train de se faire. Et ça, c'était, même si je n'étais pas forcément d'accord avec tous les partis pris artistiques du centre d'art qu'on a créé, j'étais quand même en prise directe avec cette histoire en cours, quoi. Et ça, c'est très très formateur, c'est très intéressant, ça demande d'aller de plus en plus vers une exigence de compréhension, d'analyse, non seulement du contenu des œuvres, mais de leurs enjeux dans l'époque, quoi. Voilà. Bien, monsieur Raymond. Ce groupe, il a fini d'exister quand tu es parti, ou il a continué à vivre indépendamment? Non, il a continué un petit peu à vivre, il a été... on est tous partis les uns après les autres parce qu'on avait aussi des intérêts grandissants dans nos pratiques personnelles. Une des personnes, donc Yves Petitalo, est parti à ce moment-là au musée de Saint-Étienne, puis ensuite au musée de Grenoble. Bon, il a fait la carrière que l'on sait, il fait partie de, je dirais, des gens importants de l'art contemporain en France et en Europe. Bon, etc. Les autres aussi ont fait leur chemin. Et le relais a été pris par une nouvelle équipe où il y avait notamment Éric Troncy, qui est un des acteurs les plus importants de l'art contemporain en France et en Europe aussi. Et lui, il a pris ce relais-là pendant quelques temps pour ensuite, évidemment, continuer à évoluer. On n'avait pas l'idée que ce centre d'art serait pérenne, qu'il durerait ad vitam aeternam. On avait des choses à dire pendant un certain temps. Vous aviez un lieu. On a eu plusieurs lieux. C'est un travail énorme. C'était un centre un peu nomade. Non, on peut pas dire ça, mais disons on a eu plusieurs bâtiments. Il faut imaginer qu'il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans de ça, créer un centre d'art contemporain dans un contexte où la notion d'art contemporain était assimilée par une toute petite partie de la population, et avoir la volonté de l'installer dans la société, c'est comme quand on plante un arbre, hein, on a envie qu'il prenne, on n'a pas envie que ce soit un sapin de Noël pour une semaine. On plante un arbre, on a envie qu'il prenne. Nous, on n'avait pas forcément envie d'être toujours les jardiniers de cet arbre-là. Donc on a planté cet arbre, on l'a fait prendre, on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il prenne, et ensuite on a passé la responsabilité à d'autres personnes qui ont fait des choses intéressantes et fortes avec, en tout cas remarquables. Et eux-mêmes ont transmis à d'autres. Et après eux-mêmes ont transmis à d'autres. Disons que ça a perdu de sa vocation, peu à peu ça a perdu de sa vocation de présentation et de programmation, présentation et pédagogie, quelque part aussi au niveau de l'histoire de l'art. Parce qu'il y a des enjeux idéologiques qui passent par les inventions formelles des artistes. Il y a des enjeux idéologiques qui sont hyper importants. C'est l'idée même de rupture, c'est quelque chose de difficile à assimiler pour tous les responsables d'une société. Quand on met au point un fonctionnement de société et qu'on doit rompre avec cette habitude, changer, réadapter, réformer les choses, c'est quelque chose
très difficile pour les sociétés, leurs habitants, enfin leur population. Donc la notion de rupture en art, elle existe depuis très longtemps. Les artistes ont toujours cherché à réinventer de nouvelles formes, ou en tout cas le moyen de redonner une actualité à un sens qui devient obsolète avec les habitudes. Ce travail de réinvention formelle en permanence, c'est quelque chose qui remet tout le temps la société en question. C'est donc quand même assez important. C'est assez important le mouvement interne des milieux artistiques, de toujours avancer, toujours chercher. Je pense que c'est très important pour la société. C'est un peu la manière de fonctionner de notre cerveau. Si on fonctionne trop dans des habitudes, qu'on n'invente rien, on est incapable d'éprouver quelque chose de neuf et on est incapable de s'adapter aussi. Les sociétés qui ont figé une fois pour toutes les canons de l'art, qui ont mis des étiquettes sur des pratiques artistiques, ce sont des sociétés qui très vite installent des archaïsmes qui deviennent, au fur et à mesure que l'évolution de l'humanité se fait, ce sont des sociétés qui deviennent complètement archaïques et qu'on ne comprend plus. On ne comprend absolument plus comment des sociétés tout entières peuvent fonctionner avec une pensée qui n'est pas celle de notre époque. Je ne sais pas si je suis clair, c'est peut-être un peu confus, mais bon, c'est... Non, voilà, je suis. Et quand j'ai terminé ce travail, donc au bout d'une dizaine d'années d'expositions, de conférences, de voyages, de rencontres avec des artistes, des critiques d'art et des publics différents aussi, j'ai eu envie de faire un break. Déjà, pour continuer plus calmement mon travail personnel. Deuxièmement, pour me changer un petit peu d'air. Il y avait très longtemps que j'avais entendu parler il y avait deux groupes qui m'intéressaient. Il y avait Présence Panchounette. On avait fait venir Claude Ruteau qui avait travaillé à Présence Panchounette. Et moi, ce groupe-là m'intéressait énormément comme groupe d'artistes, performeurs et comme artistes conceptuels. Il m'intéressait énormément. Et puis, Ilotopie, qui n'avait rien à voir avec l'art contemporain, et pourtant, quand même, il y avait une problématique entre le sens et l'image et la relation publique qui pouvait être une porte ou un passage entre l'art contemporain et les arts de la rue. D'abord parce que Ilotopie, c'est un groupe de performeurs au départ, plasticiens performeurs, et que s'ils ne se sont pas situés dans le milieu de l'art contemporain, ils en cultivaient pourtant aussi ils mettaient en œuvre quelque chose qui était aussi dans l'art contemporain. Donc Présence Panchounette et Ilotopie, c'était deux groupes qui m'intéressaient et j'avais envie de leur faire une proposition pour venir travailler chez eux. Au début, je me disais, je vais passer un an ou deux avec les membres de Présence Panchounette et puis peut-être après j'irai voir si Ilotopie m'accepte pendant un an ou deux. Et puis au moment où j'ai pris ma décision de quitter le Centre d'art contemporain de Nevers, Présence Panchounette s'est dissous. Voilà, les membres ont décidé de dissoudre leur groupe et de faire cavalier seul, chacun pour soi. Donc je suis venu à Ilotopie et pour y vivre une expérience, mais vraiment de l'intérieur. J'avais pas envie de me retrouver un peu comme un voyeur en train de regarder ce qui se passe dans un bocal. J'avais vraiment envie d'être immergé dans le bocal.
Et ça a duré beaucoup plus longtemps que je ne pensais, puisque j'y ai passé 13 saisons complètes, 13 années complètes, et que aujourd'hui j'ai encore des attaches extrêmement fortes. 2 ans après, voilà, là ça fait 15 ans, 16 ans maintenant que je connais Ilotopie, et que je connais et que j'ai participé aussi à son histoire. Ça fait 2 ans que j'ai décidé de partir d'Ilotopie aussi parce que la vie passe, il faut bien scoltiner certains défis, pas trop attendre. Et les liens sont restés très forts, notamment sur une certaine forme d'engagement artistique. En quoi les artistes sont engagés? Ils ne sont pas forcément engagés par rapport à une étiquette politique, mais ils sont engagés ils ont une grande volonté de remettre en cause les pensées consensuelles, le bien penser. Et donc Ilotopie, c'est un groupe d'artistes engagés de ce point de vue-là. Donc c'est un engagement, je n'ai pas rompu le lien avec cet engagement-là, puisque avant de venir ici, j'avais déjà cette forme d'engagement, je l'ai cultivé ici et je continue de travailler. Mais ce qui est intéressant, c'est que à travers une histoire personnelle comme ça, on peut connaître un peu cet engagement-là. Il a vécu plusieurs expériences. Et pour l'instant, là, je recommence, je suis dans le début d'une nouvelle expérience, où je vais essentiellement travailler sur des performances éphémères, à partir d'une réflexion sur le rapport du public à une œuvre et de l'œuvre au public. Voilà, s'il y a une des utopies de l'art, pour moi, elle se trouve dans ce rapport-là. Et la relation entre l'œuvre et le public. Ouais. Quelle est la place du public? Quelle est la place de l'œuvre? Qu'est-ce que c'est qu'un public? Tout ça, ce sont des questions fondamentales. Moi, j'ai apprécié de les trouver pendant aussi longtemps d'une manière ténue chez Ilotopie, d'une manière... c'est pas affirmé ostentatoirement, mais c'est toujours là. Ça fait toujours partie de la problématique artistique d'Ilotopie. Et ça fait toujours partie de ma problématique personnelle. Je crois qu'on a, pendant plus de 30 ans, on a toujours réfléchi à la place du regardeur, de celui qui regarde quelque chose qu'on lui propose à voir, par rapport aux lieux qui sont consacrés à l'art, ou par rapport aux lieux qui n'y sont pas consacrés. La rue, tout un tas d'autres lieux, le paysage. Et aujourd'hui, on a un peu fait le tour de ça et on a toujours confronté le public au mécanisme de son attente. C'est-à-dire qu'on lui a toujours donné quelque chose qui lui permette de voir dans quel schéma inconsciemment il se jette, dans quel schéma tout fait il se jette, en tant que spectateur ou en tant que public, et où il perd complètement son libre arbitre, son libre jugement, sa libre sensibilité, sa libre pensée. Et donc pendant 30 ans on a beaucoup réfléchi, les artistes ont beaucoup réfléchi, aussi bien dans la rue que partout, à ce rapport du public à l'œuvre. Et on a fait des performances dans des abribus, dans des trains, dans des lieux inattendus, dans la rue, sur les marchés.
on a travaillé un peu partout sur des médias, radios, journaux. On a toujours cherché à ce que la façon de voir soit une façon de s'interroger. Aujourd'hui, j'ai un désir, compte tenu d'une société coincée dans les schémas d'un hyper-consumérisme, j'ai envie de donner au public une capacité à se sentir hors de tout schéma. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans les performances au cours des 30 dernières années, le public a fini par s'y habituer. Les spectacles de rue, les festivals, les événements, les happenings, tout ça, le public maintenant il est rodé à ça. Il n'a plus de surprise et c'est largement récupéré par le politique qui en fait des atouts pour le développement touristique. C'est-à-dire que la culture populaire la culture partagée par tous est une culture qui perd de son acuité sémantique. Elle est banalisée par une politique touristico-culturelle. Et de plus en plus d'organisateurs ne s'intéressent qu'à la jauge, à la quantité de public, au prix que ça coûte, et de moins en moins au contenu. Le contenu est en train de disparaître des programmations culturelles. Il faut que ce soit facile, il faut que ce soit agréable, distractif, et c'est ça qui compte parce que ça fera plus d'entrées. Si ça demande un effort d'intelligence, les programmateurs n'en veulent pas. Ils veulent de la distraction, de plus en plus. Mais si le contenu est vraiment fort, je crois que si on sent que c'est quelque chose de très fort en tant qu'artiste, ce qu'on essaie de faire, à ce moment-là, il faut insister. Il n'y a pas de raison que ce soit seulement ceux qui ouvrent ou ferment le porte-monnaie qui aient raison. Aucune raison que ce soit eux qui aient raison. Il faut pouvoir essayer, dans un contexte politique qui se resserre autour d'archaïsmes anciens comme les peurs, la sécurité, l'ennemi c'est l'autre, tout ça, tous ces trucs qui sont en train de revenir là et qui constituent les éléments d'un néofascisme. Il ne faut pas baisser les bras par rapport à ça et il ne faut pas céder à la facilité qui va dans le même sens de ce néofascisme. La distraction de masse, ça va dans le même sens que la sécurité de masse. C'est des attrapes couillons. Donc en tant qu'artiste, quand on a une forte motivation, il faut, malgré tout ce que ça coûte, il faut quand même se battre et insister. C'est en ça que moi je suis un artiste engagé, par exemple. Et ce que j'essaie de redonner comme place, en particulier directement face aux images que je propose, la place du public, c'est de lui dire de lui faire comprendre ou d'induire qu'il a un champ de rêverie et de pensée illimité et qui n'appartient qu'à lui. Je ne lui donne pas le sens tout mâché dans les images. Il y a de la subjectivité possible. C'est même pas le fait d'aimer ou de ne pas aimer une image, c'est le fait de pouvoir en faire ce qu'on veut, soit en tant que regardeur. C'est-à-dire que c'est la place que j'essaie de lui donner. Je ne lui livre absolument pas une histoire dont le sens est complètement mâché, qu'il n'a plus qu'à assimiler. Le public, quelque part, il est co-auteur il est complètement auteur de ce qu'il ressent et de ce qu'il comprend,
il est co-auteur de l'événement, avec les interprètes, les auteurs du projet et le public. C'est une espèce de, comment je pourrais dire, de groupe qui se fait d'une manière, enfin au niveau inconscient, il y a un groupe qui se fait dans lequel circule une liberté de sentir et de penser à partir d'une proposition, à partir d'un stimulus. Donc, moi évidemment, j'y mets un sentiment et un sens minimum dans chaque image personnelle, mais l'intention que j'ai, c'est que ça soit remis en mouvement dans l'intelligence et l'imagination du public. Je n'ai pas envie de donner un monument figé. J'ai envie que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire que ça serve à maintenir en chaque être humain ce mouvement minimum de la pensée et de l'imagination, qui est un mouvement de survie de l'esprit. Dans une période comme ça où on est dans une Europe néo-fasciste, la majeure partie des gouvernements et des ministères en Europe sont de droite teintés d'extrême droite. Il n'y a pas vraiment d'opposition franche à ça. Il y a des oppositions très minoritaires qui sont d'ailleurs assez intéressantes, mais il n'y a pas de grandes forces d'opposition par rapport à cet abrutissement général. L'oubli de l'histoire, la mécanique du troupeau, comme on la vit en ce moment, ça réclame un peu de réagir contre ça, quoi. Je pense que l'art n'est pas plus important qu'un mouvement politique ou syndical, mais il fait partie de ce qui fait bouger l'esprit. L'art peut être un petit moyen, c'est un fait tout petit, mais c'en est un quand même, donc à partir du moment où c'en est un, il ne peut pas être négligé, il ne peut pas être négligeable en tout cas, et c'en est un pour que l'esprit reste en mouvement. Voilà. Bien, monsieur Argent. Bah écoute, on est à 27 minutes 47, c'est pas mal. Et ça arrête. Je vais faire une pause. Qu'est-ce que j'en ai fait de En ce qui concerne les idées que je pourrais considérer comme utopiques, mes idées dans un rapport aussi à la société et à l'époque dans laquelle on est, sans oublier par exemple que il y a une globalisation des fonctionnements, une perte d'identité culturelle des pays, qu'il y a une espèce de mondialisation en jeu. Elle se fait par à-coups, avec parfois un peu de régression. Mais bon, grosso modo, le réchauffement de la planète, la mondialisation, la pensée unique, c'est des choses qui sont concomitantes. C'est finalement un certain laxisme par rapport à l'hyper-exploitation des humains, donc des grandes populations humaines, une hyper-exploitation et une confiscation de leurs responsabilités citoyennes. Ça, c'est notre époque. Pour moi, c'est ça. L'époque, elle est dans un état de conscience, on pourrait dire, très endommagé. Et c'est le consumérisme. Consumérisme qui a entraîné des modes de production, des modes d'exploitation qui sont de pire en pire. Et je pense notamment que l'Occident n'a jamais été capable, depuis l'Antiquité grecque, d'inventer un fonctionnement social
à partir à partir d'une économie pensée, avec des prises de risques aussi, bien sûr, et puis un confortement de certaines notions de sécurité, mais l'Occident en général, c'est-à-dire que bon, l'Europe, la Méditerranée et puis les États-Unis, tout ça c'est l'Europe, c'est l'Occident, n'a jamais été capable de concevoir un fonctionnement social et économique sans l'esclavage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les délocalisations des entreprises, par exemple, qui cassent les utopies politiques ou syndicales de ceux qui n'ont rien, de ceux qu'on appelait il y a encore quelques dizaines d'années le prolétariat, eh bien, les délocalisations, c'est pour aller chercher les travailleurs qui sont au niveau des esclaves dans d'autres pays. Là où il y a eu des régimes politiques qui n'ont pas eu besoin de déréglementer les lois du travail, puisqu'il n'y en avait pas. Et donc, ça leur apparaît comme un plus quand il y a une économie qui reçoit des fonds, qui reçoit de l'argent, qui reçoit des compétences technologiques, qui reçoit une structure de production, ça leur apparaît comme un plus. Mais ce plus-là, il participe du moins à l'humanité, d'un manque à gagner et à partager général sur toute la planète. Et parler d'utopie, pour moi, c'est par rapport au fonctionnement des sociétés. C'est pas seulement par rapport à des rêves d'adolescence ou le droit à l'immaturité, à l'irresponsabilité, à travers un comportement, vivre de telle manière. Moi, je vis dans un bus et je passe mon temps à voyager en France et en Europe avec ce bus. Je vis d'une manière nomade. J'ai conscience que c'est une espèce de morceaux d'adolescence qui durent. Le voyage, pas trop se fixer. Bon, j'ai bien conscience qu'il y a une certaine forme d'errance chez ceux qui parlent d'utopiste qui est très séduisante. On éprouve un sentiment de liberté, mais je crois qu'on éprouve surtout une illusion de liberté, parce qu'on a plus ou moins ce qu'on appelait autrefois une vie de bohème. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on en a quand même, et on a un mode de vie. Bon, c'est comment il s'appelait ce philosophe, je ne sais pas si c'est Baudrillard ou un autre, je sais plus, j'ai peur de faire une confusion, mais qui parlait des bobos, hein, des espèces de bourgeois bohèmes. Bon, on est tous un peu attirés par ça, ça fait décontracter, tout ça, on n'est pas responsable de l'état du monde, on s'en responsabilise pas finalement. Et pour moi l'utopie c'est pas des modes de vie décontractés, c'est pas ça, c'est vraiment l'utopie, c'est un travail de la conscience par rapport à l'état du monde, à son état politique, social et économique. D'accord. Et puis aussi, bon, il y a aussi des dimensions spirituelles. Je crois pas en Dieu, mais je pense que je pense qu'il y a certains états de conscience qui permettent de développer une forme de spiritualité. Et ça manque aussi, le consumérisme confisque tout, il confisque la responsabilité citoyenne, la responsabilité universelle en tant qu'humain de se sentir responsable de tout ce qui se passe sur Terre. Responsable, ça ne veut pas dire coupable, c'est pas de ma faute s'il y a des trucs qui se passent là-bas. Par contre, ne pas chercher à comprendre pourquoi ça se passe là-bas, pourquoi ceci, pourquoi cela, là je suis responsable de ma propre fainéantise, tu vois. Donc, je pense que l'hypercapitalisme et le consumérisme,
ça confisque tout. Ça confisque certaines dimensions spirituelles, ça confisque certaines dimensions de la responsabilité et du sentiment de solidarité qu'on a envers tout humain et d'ailleurs envers le vivant en général. Et après, les modes de vie, bon, c'est un petit peu c'est la décontraction dont on a peut-être besoin pour peut-être que c'est une forme de recul dont on a besoin pour dédramatiser les règles du comportement social. Moi je dirais qu'en gros les pouvoirs, celui de l'argent, celui de l'organisation des sociétés, joue à la fois d'une dramatisation d'une situation économique, donc il vend des peurs. Les pouvoirs politiques et économiques sont des marchands de peur. C'est ça qu'ils nous vendent en premier. Et pour qu'on accepte de consommer de la peur de manquer, la peur d'être agressé, eh bien, pour on accepte ce système de peur, on nous propose une distraction qui nous empêche de penser pour quelles raisons on nous vend des peurs. C'est machiavélique. C'est complètement machiavélique. Et je pense que certains modes de vie permettent de prendre une distance par rapport à ça. Cette espèce d'immaturité, ce morceau d'adolescence qu'on traîne avec soi pour essayer de vivre autrement. On peut vivre dans des cabanons sur une île, on peut vivre dans un bus, on peut être critique par rapport à ça, puis en même temps, il faut savoir préserver ça aussi. Cette espèce de douceur de vivre qu'on s'accorde, même avec très peu de moyens. C'est des utopies du bricolage comportemental. Mais c'est une espèce de tolérance qu'on expérimente à travers soi pour les autres. On peut se dire, on peut admettre comme forme de tolérance supérieure que tout sont possibles. Et on n'a pas à les schématiser sous prétexte d'identité culturelle ou de bon fonctionnement de la société, parce que ça c'est encore pire. Quand les sociétés arrivent à persuader les citoyens par millions que la conformité des comportements à un modèle, ce n'est pas seulement pour une identité culturelle nationale, mais que c'est pour le bon fonctionnement de la société, alors là, on est sûr et certain qu'on est dans une situation de domination ou d'instinct de domination extrême. Et qu'il n'y a pas vraiment de raison qu'une société fonctionne plus mal avec plus de liberté de comportement. Il n'y a aucune raison qu'elle fonctionne plus mal. Au contraire, même, il y a toutes les chances qu'elle fonctionne mieux parce qu'elle va s'enrichir d'un tas d'un imaginaire collectif qui va être apporté par l'intelligence et l'imagination de chacun. Mais en ce moment, ça se resserre. On se retrouve très vite marginalisé. Les normes reprennent du poil de la bête. Et donc je mets pas les modes de vie ou les modes de comportement toujours au premier plan, mais ça fait partie des choses très importantes. C'est-à-dire que entre la critique qu'on peut faire sur les mouvements bourgeois qui ont les moyens de se laisser vivre d'une manière pseudo-artistique, qui prennent des airs, je dirais, tu vois, d'originalité parce que ils fument un pétard, qu'ils vivent d'une manière un petit peu décontractée.
ça c'est un genre, c'est une espèce de mode comportemental qu'on porte sur soi comme on porterait des vêtements. Et quelque part, ça c'est quelque chose de nuisible parce que ça repose sur aucun sentiment ou aucune volonté de penser le rapport au monde d'une manière forte, d'une manière engagée. Ça, c'est simplement des attitudes qui font brancher. C'est important de paraître branché, ça participe de son pouvoir de séduction sur les autres. Et pour moi, les branchés sont d'ailleurs des ringards immenses, c'est des monuments de ringardise dans la mesure où ils n'ont pas compris le fonctionnement dans lequel ils sont emprisonnés. Ils n'ont pas compris que d'avoir des comportements comme ça, branchés, ados, soi-disant pseudo-utopiques, ils n'ont pas compris que c'est simplement pour rester dans les mécanismes de la séduction. C'est-à-dire la séduction, c'est quelque chose qui est un temps. Quand on est tout le temps dans la séduction et qu'on ne peut pas passer à des choses plus durables, pour moi, on manifeste d'une immaturité incurable. C'est-à-dire que en amour, par exemple, la séduction, c'est une étape de la relation amoureuse. C'est le début. Mais après la séduction, il y a quelque chose qui se construit. Il y a quelque chose qui se met en doute, qui se travaille, qui agit à l'intérieur de la relation et qui fait une vraie relation. Après, elle échoue ou elle continue. Enfin, elle échoue. Il n'y a pas d'échec, mais elle se transforme. Mais la séduction, on est dans un monde de séduction. Et les comportements qui pourraient faire croire que les gens ont une pensée, une intériorité, ça n'est souvent qu'un acte de séduction. Et de plus en plus, de par le système marchand et les tentations permanentes auxquelles on est soumis, il n'y a plus que la séduction qu'on puisse développer. De moins en moins, on peut construire quelque chose après le temps de séduction. Et donc, lorsque le temps de séduction est épuisé, il y a une lassitude qui se crée et on recommence. On est dans une espèce de rythme permanent et on n'a que deux touches finalement à jouer sur le jeu de l'existence, c'est play and repeat. Play and repeat. Play and repeat. On n'a que ça à faire. On n'a pas les autres touches qui nous remettent en question et qui nous permettent d'apporter de nouveaux éléments pour construire quelque chose. Donc les utopies sont impossibles dans un système capitaliste comme ça parce qu'elles formatent tout, formatent les désirs, elles formatent la pensée et elles formatent surtout le sentiment de soi. On est complètement coincé dans l'idée de séduire et toutes les relations humaines sont coincées dans ce registre-là. Après, si on veut aller plus loin, eh bien, construire, analyser, penser, imaginer, faire œuvre en quelque sorte, faire œuvre de sa vie, c'est quasiment impossible. Ou alors on se retrouve seul ou presque seul et on va à contre-courant, quoi. Et c'est fatigant d'aller à contre-courant. L'utopie, c'est de pouvoir se dire que, d'espérer à un moment donné que le courant puisse changer un peu et que les idées qu'on a sur la société, les idées de partage, d'égalité, de liberté d'expression et de comportement, le partage des responsabilités et des profits qu'on peut faire, que les humains sont capables de faire tout ça ensemble, que ça, cette idée de partage, par exemple, et de solidarité, on espère la retrouver à un moment. Donc l'utopie est au niveau de l'espoir. Et d'ailleurs, il faut faire beaucoup d'efforts pour la garder au niveau de l'espoir, parce qu'à certains moments, c'est vraiment désespérant. Le monde est vraiment désespérant. Là, tu parles surtout d'un rapport de l'individu au monde, la société.
est-ce que tu peux le replacer dans une perspective propre à ton bout de vie chez Ilotopie? Est-ce que ces rêves étaient partagés justement parce que moi, dans les études que j'ai fait, un peu chaque utopiste, c'est vrai que c'était l'idée d'être un modèle pour ensuite se répandre sur l'ensemble de la société. Mais entre l'individu et la société, il y a souvent dans les mouvements utopiques l'idée de former une communauté expérimentale qui, si elle fonctionne, va ensuite se répandre dans le monde. Est-ce que tu penses que l'utopie non, non, je pense qu'il n'y a pas eu ça, l'utopie. Je pense que ça a été un fantasme utopique, mais que ça n'a pas été une expérience utopique. C'est pas de l'ordre de l'expérience, c'est de l'ordre du fantasme. La façon dont l'idée de petits laboratoires communs, et je ne parle pas de communauté parce que c'est trop... Il y a de mauvaises connotations entre le mot communauté, le mot secte, il y a de mauvaises connotations, donc je parle simplement d'une espèce de laboratoire de vie commun, pour qu'ensuite, à partir de cette expérience-là, on puisse donner envie à d'autres d'essayer. Non, je pense que ça, c'est un... L'utopie n'est pas allée jusque-là. En tout cas, au cours des 15 dernières années, je n'ai pas vu ça. Ce que j'ai vu, c'est de la tolérance comportementale les uns vis-à-vis des autres, ouais. À certains moments, d'ailleurs, un ras-le-bol d'être toujours tolérant. C'est fatigant d'être tolérant toujours envers tout le monde, si la société n'a pas un peu de retour, tu vois, comme ça, quoi. À certains moments, c'est un peu difficile d'être toujours tolérant sans que la société le soit. Et donc à ce moment-là, c'est pas de l'intolérance qui se manifeste, c'est parfois un peu de repli sur soi, quoi. Mais ça n'a pas duré, ces formes de repli. Par contre, laboratoire d'expérience, non. Il n'y a pas eu d'expérience non, il n'y a pas eu de forme de vie communautaire qui soient des expériences volontairement observées, volontairement vécues et volontairement observées. Mais dans le temps des spectacles, alors si c'est pas la vie communautaire, il y a quand même plusieurs, enfin même la plupart des spectacles d'Ilotopie renvoient à cette idée-là. Il y a un espace de vie expérimentale, utopique. Oui, c'est-à-dire les spectacles, c'est quoi? Les spectacles, c'est quand même une mise en scène, une mise en forme, une mise en lieu, une mise en temps d'images qui représentent des désirs, des pensées, etc. C'est-à-dire qu'on est dans un... Quels sont les représentants de ma pensée à moi? C'est un peu mon comportement, mes relations aux autres, c'est ce que je produis, ce que j'écris, c'est les images que je fabrique, les spectacles que je fabrique. Ce sont des représentants comme ça de ma propre image. Et quand on veut représenter ce que l'on pense de l'utopie, on n'a que des représentations de représentations de représentations. Et encore, l'utopie, je trouve que c'est un des groupes d'artistes en France qui s'est le plus coltiné l'idée d'utopie, qui n'a pas eu de fainéantise pour penser là-dessus. Mais malgré la volonté et le courage qu'il faut pour penser l'utopie dans une société consumériste, on n'est pas allé jusqu'à penser, enfin jusqu'à vivre d'une manière expérimentale une proposition utopique de groupe. On a rêvé l'utopie, on l'a représentée, on a fait des spectacles qui ont pour une grande part un contenu utopiste, mais on ne l'a pas vécu en tant qu'expérience de groupe. On a été dans le désir de le vivre, mais je ne sais pas pourquoi. Alors là, il y a peut-être, faudrait quand même peut-être poser des questions à des sociologues
Hein. Je pense que les sociologues pourraient être à même d'enquêter, peut-être pas de répondre, mais d'enquêter sur les raisons pour lesquelles on rêve l'utopie sans pouvoir la vivre. On a eu des expériences, par exemple, au XIXe siècle, avec Fourier, Oven, Saint-Simon, et puis d'autres, bon, pour les trois plus grands, où il y a eu des tentatives, enfin des expériences utopiques de groupe. Oven, je crois que c'est Oven, avait obtenu suffisamment d'argent de la couronne d'Angleterre pour aller fonder des villes utopiques dans certains États des États-Unis. Ouais, c'était pas en Angleterre, je crois que c'était aux États-Unis. Mais c'était la couronne d'Angleterre qui avait subventionné ça. Là, c'était à l'échelle d'une population, je crois, de 2000 ou 3000 personnes. Bon, ça a échoué parce que il fallait prouver que ce courant de pensée n'était pas applicable. Il y avait un passage au réel qui n'était pas possible. Donc les subventionneurs se sont arrangés aussi pour que dans la sélection des personnes qui devaient vivre dans cette ville, il n'y ait que des éléments qui contredisent le désir d'utopie. C'était que des voyous, voilà, c'était toute la pègre de l'époque a été envoyée dans ce village-là. C'était que des assassins, des gens comme ça, quoi. Donc quand ils sont arrivés dans le village, la première chose qu'ils ont fait, c'est de le piller. C'est pas essayer de vivre ensemble. Voilà. Donc, mais ça a été une tentative. Il y a eu un passage à l'acte au niveau d'un grand groupe humain, quoi, 2000 ou 3000 personnes. C'était certainement un peu idiot. Après, il y a eu les expériences plutocratiques. Les plutocrates au XIXe siècle, c'était des gens très fortunés qui rêvaient d'un monde meilleur. C'est hyper paternaliste. Et il y avait notamment, par exemple, Meunier, donc le gros industriel qui faisait le chocolat Meunier à l'époque. Il avait tellement d'argent que donc il avait décidé de faire le bien. Et à titre d'exemple, il avait donc construit une ville ou réaménagé entièrement une petite ville avec les maisons grillées, le jardin, l'église, l'école, le machin, une ville, mais avec une espèce de patriarche en haut de ça, qui pensait que pour que les gens soient heureux, il fallait que ça passe par une espèce de modèle unique. Il a supprimé les contradictions de la société. Une seule religion, une seule façon de travailler, une seule façon de vivre, voilà. On s'emmerde pas avec la diversité, on la supprime, et avec ça, on construit une utopie où tout le monde est censé être heureux. Donc ça non plus, ça n'a pas marché, quoi. Faut être complètement décérébré pour accepter un monde comme ça, quoi. Bon, le communisme, par exemple, dans les pays de l'Est, il n'était pas plutocrate, il était étatique. Mais grosso modo, ça revient au même. On supprime la diversité et on s'emmerde pas à gérer la diversité, ça va pas, quoi. On impose, voilà, une seule façon de voir, une seule façon de penser, une seule façon de se comporter. Là, donc, quand on est dans le mono, tu vois, c'est comme une loco sur les rails, quoi. Bon, il faut vraiment que les populations deviennent terroristes et qu'elles fassent dérailler le train pour que ça change. Il n'y a plus d'autre solution, quoi, après. Et donc, pour moi, l'utopie, c'est pas quelque chose de défini, déjà. Ça ne peut pas être ça. L'utopie, elle va forcément se trouver dans la diversité, dans le métissage, dans la contradiction, et elle va. Alors, il y a des clés. Il y a des clés, c'est que il y a des clés à inventer.
des clés de sens inventées par rapport à la tolérance vis-à-vis de la diversité. La diversité, ça pose la question de la disparition. Parce que la diversité ne se conçoit pas autrement dans le monde dans lequel on est que sous forme de compétition. Donc qui dit compétition dit que dans une diversité culturelle et comportementale, ce sont les plus forts qui vont l'emporter et c'est eux qui ne disparaîtront pas. Parce qu'on a toujours pensé le monde en termes de lutte et de compétition. Et si on se met à le penser en termes de partage, c'est-à-dire c'est une utopie, une philosophie à inventer complètement. Jusqu'à présent, ce qu'on a inventé sur le partage, c'était pas du partage, c'était du mono, faire du mono. Le communisme, par exemple, c'était pas le partage, c'était vraiment faire du mono. Et donc aujourd'hui, je pense que la première utopie à inventer, intellectuellement et socialement, c'est le partage. Et puis économiquement aussi, évidemment. Bah écoute, on est à 56 minutes. Je crois que c'est une bonne fin, là, de finir sur le partage. Un désir de partage. Je pense je pourrais encore t'écouter pendant des heures, mais après, ça me fait beaucoup arcoter. Écoute, je te remercie.